on va aborder du coup cette quatrième thématique qui est en lien évidemment avec toutes celles qu'on a vues auparavant. On a pu définir les perturbateurs endocriniens, on a pu parler de leur impact en termes de toxicologie. On a parlé également d'où on est la recherche avec le projet Oberon, le grand ensemble Orion de projets de l'Union européenne qui porte sur ces perturbateurs. Maintenant, la question, qui est une question classique et qui nous concerne tous, comment se protéger des perturbateurs endocriniens. Donc au final, la question porte principalement sur la consommation. Alors peut-être pas seulement de l'alimentation, même si on pense tout de suite à l'alimentation. Et comment identifier au final qu'un aliment puisse contenir un ou des perturbateurs endocriniens? Il y a plusieurs choses. Déjà, on a entendu parler qu'il y avait des perturbateurs endocriniens qui étaient remplacés, qui étaient donc interdits, comme le bisphénol A, on en a parlé, et qui étaient remplacés par une autre substance chimique. Donc là, en l'occurrence, ça va être par le bisphénol S ou F, par exemple. Ces nouvelles substances, en fait, on n'a aucune idée de leur toxicité puisqu'elles n'ont pas encore été étudiées. C'est ce qu'on appelle les fameuses alternatives. Voilà. Donc là, se pose un problème de savoir est-ce que c'est bon ou pas. Moi, je pense que la meilleure façon, en fait, c'est d'éviter en fait, d'être exposé à ces perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Donc, il y a plusieurs façons d'éviter d'être exposé. C'est déjà quand on achète un produit, c'est regarder un petit peu la composition de ce produit. Bon, là, je vous l'avoue qu'il faut peut-être être un peu expert en chimie pour comprendre un petit peu ce qu'il y a. Mais à l'heure actuelle, on est dans une ère où on a tous un téléphone portable et il existe des applications qui sont très bien faites, aussi bien pour l'alimentation que pour les cosmétiques, où on scanne juste le code barre du produit et ils nous disent un peu la composition et si c'est des perturbateurs qui sont avérés, suspectés, etc. Donc ça aide énormément. Moins il y en a en général dans le produit, plus on a de chances de les éviter aussi, quoi. Lorsque l'étiquette est finalement tout un discours qui est extrêmement long, il y a des chances que tout à la fin on trouve des E, X, etc., qui puissent être potentiellement des perturbateurs endocriniens. Donc plus le produit va être unique, plus on a des chances d'être effectivement relativement protégé de leur présence. Alors après, il y a aussi des réflexes à avoir finalement. Bon, ça, c'est une chose de regarder ce qu'on achète, mais il y a aussi consommer, par exemple, local, consommer naturel, et aussi consommer des produits qui sont peu transformés. Et de saison. Et de saison, effectivement. Parce que si c'est des produits locaux, par exemple, vous allez éviter en fait tout ce qui est transport. Parce qu'il faut savoir qu'un produit qui va être transporté va être bourré de produits chimiques pour la conservation, pour le transport, etc. Donc si c'est quelque chose de local, ça a moins voyagé, donc ça a moins de produits pour la conservation et pour les transports. Et l'emballage aussi, parce qu'au final, si le produit est emballé, on parlait tout à l'heure du plastique, il y a des chances que malheureusement le produit soit contaminé, alors qu'en soi il ne l'était pas à l'origine, mais l'emballage, il est possible que ce produit ait été contaminé par l'emballage, quoi. Effectivement, oui, il faut éviter les grands effets de température, le chaud ou le froid, parce que là en fait, les substances qui sont contenues dans ces plastiques vont migrer dans l'alimentation. Ouais. Et là du coup, ça peut avoir un effet... Et lorsqu'on parle de ces substances, on pense évidemment au bisphénol et aux phtalates, et notamment aux alternatives, puisque si on a interdit le bisphénol A, malheureusement, maintenant on a ces alternatives qui pourraient être aussi toxiques que le bisphénol A, mais pour lesquelles on manque de données réglementaires. Ça nous renvoie à la thématique numéro 3, dans laquelle on a abordé cette problématique de la réglementation qui parfois prend énormément de temps. Alors tu as mentionné juste les phtalates en fait avec l'alimentation, mais les phtalates en fait c'est des composés qu'on retrouve dans le plastique ou dans des fixateurs, donc c'est pas que dans l'alimentation. Bien sûr. Fixateur, ça peut être dans les vernis à ongles. Exactement. Par exemple. Ou les parfums. Les parfums, les plastiques, c'est pour la souplesse en fait des plastiques. Donc le rideau de douche, c'est tout bête, mais un bon rideau de douche en plastique, s'il est exposé dans votre salle de bain en plein soleil, c'est pas très bon non plus. Ouais. Donc il y a plein de choses comme ça, on les retrouve. Donc l'idéal vraiment, ça va être aussi d'aérer. On en parle beaucoup pour les virus, etc. Mais même pour tout ce qui va être perturbateur ou autre substance chimique, en fait, c'est d'aérer au moins 20 minutes par jour votre intérieur. Voilà. Ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ça peut être 20 minutes le matin, mais au moins 20 minutes par jour, c'est quelque chose qui est important pour l'exposome, le virus, mais aussi l'exposome chimique, effectivement. Exactement, et du coup, la question qui se pose par rapport à ça, c'est celle des meubles, c'est celle des peintures, de nos intérieurs. Il y a énormément de COV, les composés organiques volatiles. Souvent, on entend parler de la rénovation des pièces lorsqu'on attend un heureux événement. Est-ce que c'est une bonne chose au final ?
Oui et non, on va Oui et dire. non. Voilà, c'est compliqué en fait. Il faut poser le pour et le contre quand on veut rénover, effectivement. Voilà. En tout cas, il faut beaucoup aérer. Ou quand on veut acheter des nouveaux meubles, c'est vrai, ou une nouvelle télévision, parce qu'on a c'est tout ce qui va être les retardateurs de flammes, en fait, pour limiter les risques d'incendie. Donc vous en avez dans des textiles, vous en avez dans des tapis, vous en avez dans des téléviseurs, un peu partout, en fait, finalement. Et ça aussi, c'est des produits qui sont, que vous retrouvez, en fait, dans votre environnement. Alors, est-ce qu'il y a quand même des molécules qui remplacent celles qui sont interdites, qui sont moins nocives? Est-ce que ça existe? Alors, il y en a. Par exemple, dans les boîtes à contenants alimentaires, maintenant, il y a des films d'amidon, en fait, de cellulose, qui commencent à remplacer, en fait, tout ce qui était plastique, on va dire. Donc, normalement, ces molécules sont moins toxiques. Après, je pense que tout ce qui est récipient en verre, c'est quand même voilà, des matériaux nobles. C'est quand même nettement meilleur pour la santé, parce que là, il n'y a aucun risque, en fait, de passage d'une molécule toxique, en fait, dans l'alimentation. Voilà, et on rappellera que notre exposition peut être une exposition passive. On est dans notre logement et on est exposé aux composés organiques volatiles qui peuvent émaner des meubles, de la peinture, etc. Mais aussi dans nos pratiques, on peut parfois avoir, lorsqu'on cuisine par exemple, voilà, des relargages qui se font parce qu'on va réchauffer par exemple un élément dans du plastique au micro-ondes. Et ça, on sait que ça peut favoriser la migration. Donc la migration peut être aussi induite par nos pratiques. Donc vraiment, essayer d'éviter tout ce qui est cuisson au micro-ondes dans les contenants en plastique. Le verre étant inerte, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, également, tous les aliments qui vont être acides, le jus de tomate par exemple, le jus de citron, ce sont des éléments qui favorisent la migration. Donc faire bien attention, essayer vraiment de passer à des matériaux beaucoup plus inertes. Donc ça fait partie des bons gestes en fait. C'est pareil quand vous allez acheter un nouveau vêtement, toujours laver la première fois avant de le porter. Ouais, voilà, parce qu'il a subi en fait plein d'expositions finalement à différents produits chimiques pour la teinture, etc. Donc c'est vrai que toujours laver, voilà. Pour le grand public qui pose toutes ces questions, il y a aussi parfois en tête la question de l'impact en termes d'empreinte carbone, etc. Donc tu parlais tout à l'heure de local voilà, versus le bio. C'est peut-être mieux effectivement d'acheter des produits qui sont locaux, même si ceux-ci ont été traités peut-être de manière raisonnable, que d'aller acheter des produits qui sont bio, mais qui viennent d'Australie, qui ont été emballés dans du plastique et qui ont une empreinte carbone et une empreinte perturbation endocrinienne du fait de la présence de l'emballage. Donc, même si c'est pas simple pour le grand public et c'est pas simple pour nous non plus en tant que citoyens, essayez de faire preuve au maximum de bon sens et d'être vers le produit frais, local, saisonnier, le plus possible pour limiter cet impact des perturbateurs. Je crois qu'on a bien couvert cette thématique donc de la protection, même si on n'a pas toutes les réponses. Et c'est pour ça qu'on est aussi là, on essaie de faire de la recherche. Le projet Oberon essaie de répondre à ces questionnements qui portent sur les perturbateurs endocriniens, notamment sur tout le versant métabolique. Et on voit que là, il y a une énorme dimension à aborder qui porte sur le diabète, l'obésité, etc. Et le cluster Eurion qui rassemble l'ensemble de ces thématiques. Pour en savoir plus sur toutes les thématiques qu'on a pu aborder, cette thématique en particulier, eh bien, on peut évidemment retrouver toutes les informations sur le site internet d'Oberon qui rassemble un certain nombre d'éléments sur le projet, mais également tous les questionnements qu'on a pu poser. Merci beaucoup, Karine, pour cet échange. Merci à toi. Écoute, et puis à très bientôt au laboratoire pour de nouvelles aventures et plein d'éléments qui émaneront de ces recherches. Merci. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.